آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'école, un élément moteur du développement humain et social. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes invités, que je me fais le plaisir de vous les présenter. Gaël Miyindou, bonjour. Bonjour, monsieur Binoum Ahmed. Ravi d'être parmi nous. Hein. Oui, le plaisir est partagé aussi. En face de vous, vous avez le consultant permanent, celui que l'on ne présente plus, l'inamovible, le lynx, comme on le dit souvent. C'est comme ça que les gens l'appellent. Hein. C'est Ibrahim Mbourou. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Le phénomène des violences en milieu scolaire n'est pas un fait rare au sein de certains établissements secondaires du pays. En effet, ils sont nombreux ces élèves qui, chaque jour, transportent dans leur sac des stupéfiants et des objets susceptibles de causer du tort à leurs camarades. En important ces outils et ces drogues, parmi lesquels les célèbres kobolos dans leur lieu d'apprentissage, ces apprenants, après consommation de ces stupéfiants, finissent par poser, dans la plupart des cas, des actes de violence. Pour éviter que ces faits se produisent ou se reproduisent, certains chefs d'établissement ont dû, à l'entame de la rentrée des classes, mettre en place des mesures qui permettraient de contourner ce phénomène de violence en milieu scolaire. Dans l'établissement, nous avons des surveillants par zone. Nous avons 5 zones franches où chaque surveillant est responsable de la zone. Et dans chaque classe, nous avons naturellement les chefs de classe et les professeurs principaux qui font de la sécurité auprès des élèves. Il y a aussi la punition, naturellement, qui dépend de la faute commise par l'élève. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On a une échelle des sanctions. En ce moment, on a vulgarisé le règlement intérieur. C'est affiché dans sa classe, que chaque élève sache le contenu et qu'il se dise que si jamais un jour il commet un acte, voilà ce qu'il encourt comme punition. Tous les matins, nous sommes au portail avec quelques censeurs et surveillants. Nous fouillons les sacs des enfants pour vérifier qu'ils n'ont pas des stupéfiants, pour vérifier qu'il n'y a pas de ciseaux pointus, pour vérifier qu'il n'y a pas de couteau à l'intérieur, pour qu'au moins s'il y a un problème entre enfants, une dispute, que ça ne se règle pas à partir d'un couteau ou des ciseaux pointus. Voilà un moyen sûr pour lutter contre ce phénomène qui actuellement fait couler beaucoup de salive. Vivement que cet exemple soit suivi par tous les responsables d'établissements primaires et secondaires. Oui, Gaël, je t'ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. Oui, à chaud comme ça, quelle est votre réaction? À chaud comme ça, c'est une réaction qui, de mon point de vue, interpelle tout le monde. Interpelle nous en tant que consultants par rapport à l'émission, interpelle les parents d'élèves, les associations des parents d'élèves, parce que c'est un phénomène qui, depuis un bon bout de temps, prend un peu de l'ampleur et qui, de façon globale, devait mettre chacun face à leurs responsabilités et certainement prendre des mesures qui visent à éradiquer le phénomène. Oui, M. Membo. Ben, écoutez, juste ajouter qu'il va falloir intensifier un tout petit peu les programmes d'éducation civique. Parce que moi, à mon époque, ce sont des programmes qui ont toujours existé. L'enfant ne donnait pas sa main à une personne âgée. Donc, avant cette personne, celui qui portait le chapeau l'enlevait lorsqu'il était en présence d'une personne plus âgée, ainsi de suite. Donc, il y a ces règles de bienséance, de bonne éducation, qu'il va falloir peut-être intensifier, revoir, pour que les enfants essayent de revenir à des comportements meilleurs. Parce que vous savez qu'avec le développement qui va dans tous les sens, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de situation que nous venons de voir à travers le reportage que nous avons suivi. C'est une question qui s'adresse à vous deux. Vous voyez, le thème, il est évocateur.
l'école est un élément moteur du développement humain et social. Mais pourquoi l'on associe l'école au développement humain? Donc, on associe l'école au développement humain parce que l'individu, l'école est le lieu par excellence où on acquiert des valeurs. C'est le processus par lequel on acquiert des valeurs qui s'inscrivent dans le cadre moral, physique et intellectuel. C'est tout à fait normal que le concept de l'école s'allie avec le principe de développement humain. L'école intègre le développement humain. Aucune société au monde ne peut se développer si son système scolaire, son système éducatif n'est pas suffisamment bien élaboré. Donc, de mon point de vue, il est tout à fait judicieux de mélanger ou bien d'accorder l'école et le développement humain. Donc, c'est comme ça que je... Vous avez quelque chose à dire? Oui, effectivement, étant donné que l'homme est un animal, voilà, mais un animal doué de la raison, et par conséquent, on dit que de ce fait, il est l'élément, il est l'être humain, hein, il est l'être humain le plus évolué de tous les vivants, de tous les êtres vivants. Donc par conséquent, l'école, il a besoin de l'école pour le parfaire, pour le sortir de son état bestial vers un état angélique, un état humain. Voyez-vous, voilà la raison pour laquelle l'école est, comme il a dit, par excellence, cet endroit où l'homme doit se développer. Et votre thème a été évocateur, effectivement. L'homme a besoin d'aller à l'école pour un bon développement humain et social. Mais, Monsieur Membourou, la question qui me vient, c'est de savoir, s'agissant du développement, y a-t-il des formations spécifiques qui peuvent, dans le cadre musulman, hein, dans le cadre islamique, y a-t-il des formations spécifiques qui peuvent contribuer au développement humain et social? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans l'islam, il y a des formations, effectivement. Dans l'islam, vous avez par exemple des écoles, des établissements, on va le dire comme ça, religieux. Par exemple, vous avez les universités islamiques dans lesquelles des jeunes gens peuvent partir de rien avec parfois leur comportement, leurs habitudes, et ils vont acquérir un certain nombre de connaissances. Ces connaissances vont leur permettre donc de sortir de l'état bestial, généralement violent et tout le reste, comme on vient de voir tout à l'heure, pour les amener à comprendre qu'ils sont des êtres humains et qu'ils n'ont pas besoin de vivre comme des animaux. Pour le cas de l'islam, ils vont acquérir des connaissances religieuses, par exemple, qui vont leur permettre, vous voyez, de mieux se comporter contrairement à un être humain ordinaire. Vous voyez, ils vont apprendre à respecter l'aîné, ils vont apprendre à ne pas être violents, ils vont apprendre à rassembler, à réconcilier, à aider les gens aussi à être meilleurs tout comme eux. En ce qui concerne les enseignements islamiques. Lorsque vous dites que un musulman, quand il va dans les universités islamiques, c'est pour qu'il ne soit plus violent, parce qu'il sort de l'état animal, bien sûr, pour l'état angélique. Mais nous constatons aujourd'hui que ce sont les musulmans les plus violents sur Terre. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ils ne sont pas les plus violents. Ce sont les actes qui parlent. Non, nous avons toujours de même. Nous avons toujours parlé ici de la géostratégie et de tout ce qu'il y a au fin donc d'acquérir un certain nombre de biens n'appartenant pas à ceux qui viennent attaquer les autres. Nous allons seulement dire que les musulmans sont victimes. Ils sont victimes de ce jeu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout le recul nécessaire. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont provoqués, comme par exemple le geste que Donald Trump vient de poser à Jérusalem, tout le monde le sait très bien que Jérusalem ne peut pas devenir la capitale israélienne sans l'aval des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, par conséquent, Donald Trump ici a jeté un pavé dans la mare et vous avez vu la réaction des musulmans. Donc, les musulmans n'ont pas vraiment ce recul, ne prennent pas souvent le temps, voyez-vous, de reculer face à une situation. Or, c'est ce que l'islam nous apprend, que lorsqu'on pose un acte, il faut d'abord reculer, regarder, attendre, patienter, analyser, ensuite réagir. Or là, tout de suite, lorsque vous regardez les musulmans d'aujourd'hui, c'est tout de suite on pose un acte, c'est ipso facto, la réaction, elle est immédiate. Et raison pour laquelle, pour l'observateur qui n'est pas averti, tout de suite il dit que les musulmans, effectivement, sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les plus violents au monde, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Le musulman est l'homme qui appelle au bien, qui interdit le blâmable
et qui croient en Dieu. Et Dieu l'a dit même dans le Saint-Coran, donc le musulman est, comme Dieu l'a dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté issue des hommes. Voyez, vous interdisez le blâmable, vous encouragez le bien et vous croyez en Allah. Mais aujourd'hui, le musulman n'est plus patient. Certains musulmans ne sont plus patients. Lorsqu'on pose un tel acte, tout de suite, vous voyez, ils réagissent. Et par conséquent, ceux qui posent ces actes-là uniquement pour vouloir taquiner ou embêter les musulmans s'en réjouissent. Ils se disent, bon, ben voilà, on vous a dit qu'ils sont violents. Mais voilà, tout de suite, ils sont violents. Donc, c'est pour répondre un peu à ta question, dire que... Oui, par rapport à la question que vous avez posée, M. Membourou disait que c'est essentiel d'aller dans les universités parce que lorsque vous allez dans les universités pour vous former, ça vous donne l'esprit critique. Vous devenez critique et l'esprit critique vous amène à avoir une certaine distance lorsque il faut analyser les faits. Or, ce type de discours, par exemple celui que Donald Trump a tenu, lorsqu'il arrive vers celui-là, le croyant qui prend les choses au premier degré, le risque c'est lequel? On tombe dans des situations où celui qui accueille le message avec le premier sens ne va pas prendre le recul nécessaire que M. Membourou faisait allusion, il va plonger dans le radicalisme et opérer des actes qu'on déplore, qui entraînent souvent la mort des individus. Donc c'est essentiel. Mais, M. Mihindou, oui. Est-ce que l'école est l'apanage du développement humain? Non, l'école n'est pas l'apanage du développement humain. C'est un élément très essentiel dans le processus de développement de l'être humain. À côté de l'école, il y a évidemment d'autres aspects qui peuvent expliquer le développement humain. On a par exemple le cas des nouvelles technologies de l'information, les NTIC. Aujourd'hui, les individus avec la propension, le boom qu'on a connu avec les NTIC, vous pouvez être chez vous, avoir un smartphone et accéder à des informations. C'est aussi un type de développement. C'est aussi une façon à nous, à l'individu, de se construire intellectuellement, spirituellement. Donc l'école est un élément central pour amener l'individu à se construire humainement, et je veux dire même socialement, mais ça ne suffit pas toujours. À côté de l'école, il y a d'autres éléments qui peuvent amener l'individu à se construire. Monsieur Membourou, autant pour moi, dans les écoles de théologie, y a-t-il des voies qui concourent au changement de l'homme? Bien sûr, il y a des écoles qui concourent au changement de l'homme. Ouais. Malheureusement, lorsque nous arrivons ici, beaucoup aiment s'improviser de ce qu'ils ne sont pas. Vous comprenez qu'on peut par exemple emmener quelqu'un suivre une formation dans un domaine qui n'est pas vraiment celui qu'il souhaiterait exercer à son retour. On va prendre par exemple le cas de certains de nos étudiants qui n'ont pas fait l'école de l'imam. Donc ils ne sont pas imams. Certains ont fait des formations au niveau du hadith, certains ont fait des formations au niveau de la charia, certains ont fait les formations au niveau des sciences de l'éducation, ainsi de suite. Il y a plusieurs disciplines. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils sont systématiquement des imams. Ils sont systématiquement des imams. Même mais là, ce n'est pas à cause du conseil qui leur donne ce titre? Mais non, certainement. On est au pays des aveugles, donc les bornes deviennent brutalement rois. Vous comprenez ce que je veux dire? Suivez mon regard. Donc, par conséquent, quand ils arrivent, ils viennent directement, ils s'improvisent des imams. Or, celui qui est chargé de transmettre des valeurs morales doit, au minimum, on va le dire comme ça pour ne pas être tellement dur envers eux, donc modestement, il doit quand même faire un tour dans une école de pédagogie. Donc, l'art de transmettre sa connaissance. Aujourd'hui, les conséquences que nous avons, qui sont graves aujourd'hui, et de par des actes qui sont posés par un certain nombre de personnes, le plus grave, c'est celui qui s'est passé au village artisanal. Mais habituellement, nous avons l'habitude de voir déjà des frères poser des actes qui ne sont pas des actes qui honorent notre communauté ici et ailleurs. Donc, nous disons qu'il va falloir quand même modestement avoir quand même été dans une école de pédagogie au fin de savoir transmettre les valeurs que vous êtes allés acquérir. Quand bien même elles ne sont pas toujours, ces valeurs ne sont pas toujours en adéquation avec le métier que certains veulent venir donc exercer au Gabon. Et vous allez voir, lorsque nous arrivons par exemple, nous voyons certains prédicateurs, certains imams, nous échangeons avec ces personnalités, on essaie de leur dire que dans la vie, vous savez, les proches que vous faites, les prêches, les prônes et tout ce que vous donnez, doivent avoir quand même une relation avec certains intellectuels qu'on a ici dans notre pays, ou bien doivent avoir
une relation avec ce qui s'est passé entre un vendredi et un vendredi suivant, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre-temps. Mais certains nous disent non, on va même plus loin en leur disant, en leur proposant que dans un prône, ou bien lorsque vous voulez prêcher, il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Pour certains, ils ouvrent les vannes, ils s'en vont jusqu'à la fin, parfois ils reviennent, c'est la redondance, ils redisent les mêmes choses. L'essentiel pour eux, c'est d'être là pendant 1 heure de temps, devant les gens, en train de redire les mêmes choses, faire des redites. Ça, c'est ce qui est dangereux, c'est ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas bénéficier de ce que ces derniers sont allés suivre comme formation, afin de venir donc aider la communauté à se développer. Mais M. Membourou, nous constatons que certains musulmans interdisent à leurs enfants de fréquenter l'école du blanc. Oui, mais c'est ce qui se passe en ce moment avec Boko Haram. Parce qu'il paraîtrait dans une certaine langue africaine, ça veut dire l'école des blancs. Donc ils interdisent. Mais je dis que ça c'est de l'ignorance. Rejeter l'école de blanc. Voilà, l'école de blanc est mauvais. Oui, c'est de l'ignorance. En fait, les musulmans ne peuvent, les vrais bons musulmans, les musulmans même, ne peuvent pas se comporter ainsi. Vous savez, ce sont des comportements, comme on a toujours l'habitude de le dire, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs et qui viennent avec des philosophies, avec des idées, qui viennent introduire donc dans les communautés musulmanes au fin de noircir, d'avilir donc la communauté musulmane. Mais en réalité, qu'est-ce que l'école des Blancs ou l'école de l'islam a de mal pour former un être humain dès lors que l'objectif est de faire ressortir, comme a dit Gaël, l'être humain, l'extérioriser, faire de l'homme, de l'être humain à travers donc l'éducation, la formation, faire de lui un être entier. Hein, voyez-vous, parce que quelque part dans la définition que j'ai donnée tout au début, hein, il est d'abord un animal, mais il est celui qui est doué de raison. Et par conséquent, il va falloir l'éduquer, l'amener à l'école à comprendre un certain nombre de choses pour qu'il puisse se parfaire. Donc aujourd'hui, dire que ne pas envoyer les enfants dans l'école de blanc, moi je pense qu'il y a un réel problème là-dessus. Je pense qu'en réalité, ce sont des personnes qui veulent uniquement avilir notre communauté. Mais je vais juste réagir par rapport à ce qu'il dit. Le prophète le dit bien dans le Coran. L'instruction est faite aussi bien pour la femme que pour l'homme. Donc il n'est pas question d'exclure les filles dans l'éducation. Ça n'est pas possible. C'est une forme d'ignorance que de refuser d'envoyer sa fille à l'école. À l'école, on apprend... Ou son enfant en un mot. Oui, son enfant. Voilà. Oui, mais nous avons vu dans le reportage que dans certains établissements de la place, ça devient un calvaire. Hein? Donc, il n'y a plus de paix, nous sommes dans l'insécurité totale. L'école devient le lieu d'un théâtre d'insécurité. Tout récemment, à Franceville, il y a un établissement qui a exclu définitivement 4 étudiants, 3 de seconde parce qu'ils détenaient des stupéfiants. Et l'autre, qui est en 4e, il était le commerçant. Aujourd'hui, ça devient fréquent dans nos établissements. Comment faire, M. Mine? Non, mais par rapport à ça, c'est... Vous, là, j'interpelle l'enseignant que vous êtes. L'enseignant que je suis. Oui. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut relever là-dedans. Oui. Aussi bien les parents, le gouvernement. C'est une combinaison de facteurs qui peuvent expliquer cela. Est-ce que c'est une déchéance des valeurs sociales qu'on observe? Oui, je constate qu'à un moment donné, il y a certaines valeurs par rapport au fait qu'il évoquait dans l'instruction civique qui ne sont plus suffisamment bien assimilées par les apprenants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Je pense que c'est tout le monde qui doit se lever. C'est un mouvement d'ensemble, les parents d'élèves, les gouvernants et la société civile. Il n'est pas question. L'école est un lieu où, ça dit que vous êtes parents, vous ne pouvez pas penser que le matin vous envoyez votre enfant aller devenir quelqu'un, et que entre midi et 13h, on vous appelle, on vous dit non, mais votre enfant a été tabassé. Parce que c'est ce qu'on vit tout le temps. Moi, je vais vous prendre un exemple. L'année dernière, je tenais une classe de 3e. Pendant que je faisais cours, je vous dis, il y a un élève, mais sans la crainte de savoir qu'il y a quelqu'un dans la salle de classe qui est arrivé, qui est rentré subitement dans la salle de classe. Et du coup, moi, franchement, ça m'a interpellé. Il est rentré comme ça. Je dis, mais jeune homme, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Et ce sont les autres qui rétorquent en disant, écoute, messieurs, mais c'est comme ça, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne.
Je dis, c'est comme ça qu'il fait? Non. Oh oui, c'est comme ça. Mais les surveillants sont où? Donc je dis, c'est un mouvement d'ensemble. Le gouvernement doit prendre ses dispositions. Quand je dis le gouvernement doit prendre ses dispositions, c'est quoi? C'est créer une forme de sécurité au sein des établissements. Les parents d'élèves aussi. Elle existait Oui, bien mais avant. malheureusement, À ce n'est notre pas le cas. époque, Moi, à mon époque, quand j'étais à l'école, je n'ai pas connu de meurtre comme on est en train de le constater aujourd'hui. Très malheureusement, je dis, c'est un mouvement d'ensemble. Tout le monde doit se mobiliser pour parvenir à éradiquer ce phénomène. Voilà. Monsieur. Oui, monsieur. Oui, vous savez, nous sommes arrivés vraiment à une époque difficile. Hein, des enfants qui se comportent comme des petits criminels. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est la faute des enseignants peut-être qui ne font plus bien leur travail? Ça peut être ça aussi, parce que lorsque vous confiez vos enfants à des enseignants de 8 heures à 13, 14, 15 heures, les parents n'ont que très peu de temps pour rester avec leurs enfants, parce qu'en général, les parents, vous savez, tout le monde s'en va à l'école. À 7h30, ceux qui ont des véhicules vont déposer leurs enfants très tôt le matin. Moi, je vais réagir un peu. Et puis, ils rentrent dans l'après-midi. Donc, les parents, généralement, ils n'ont qu'entre 4h de l'après-midi, 4h, 5h, et entre 20h, vous voyez, avec les enfants. Donc, généralement, ils n'ont pas suffisamment de temps pour dispenser encore des cours, mais ils préfèrent laisser ce travail aux enseignants. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ils laissent ce travail aux enseignants qui, eux, à leur tour, ne viennent dispenser que les cours qu'ils doivent donc donner à ces enfants. Ils ne sont pas là pour leur donner encore d'autres formations qui concernent notamment la morale, l'éthique, le bon comportement. Oui, non, moi je ne m'inscris pas dans ce qu'il dit, parce que bon, pour un parent bien affûté, de mon point de vue, il peut prendre... Non, mais attention, quand lui parle des enseignants, là il y a deux genres d'enseignants. Hein. Non, il y a l'enseignant qui est là parce que c'est sa vocation, mais il y a d'autres, par malchance, qui se retrouvent dans l'enseignement. Monsieur Memboro a la chance d'emploi. Parce qu'il n'a pas d'emploi. Oui, monsieur Memboro a la chance d'être en face d'un enseignant d'histoire, géographie et d'instruction civique. On a un cours bien défini, l'instruction civique, qui est chargée de transmettre des valeurs civiques aux enfants. Effectivement. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a en face de nous quand même une jeunesse, comme lui-même venait de le relever, qui à un moment donné nous laisse un peu pantois, parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment une jeunesse qui est très consciente? Parce que quand vous donnez un cours d'instruction civique qui est axé par exemple aux valeurs de la République, il y a des enfants qui ne connaissent même pas, vous leur donnez même les documents par exemple portant sur l'hymne national. Même le premier refrain, ils ont du mal à vous le chanter. Les symboles de la République, ils ont du mal à intégrer les symboles de la République. Bon, comment voulez-vous, vous en tant qu'enseignant? Et il y a aussi un autre élément qu'il faut relever. Quand vous avez un établissement, monsieur Memboro, de 3000 élèves qui n'est pas clôturé, avec 10 surveillants, bien 4 ou 8 surveillants, comment voulez-vous que ces 8 surveillants-là parviennent à assurer la sécurité de 3000 élèves? Donc, c'est des questions qui, de mon point de vue, doivent fortement interpeller aussi bien les parents d'élèves et les gouvernants. En premier lieu, moi, j'impute le tort aux gouvernants. On ne peut pas construire un établissement public sans pour autant prendre les commodités nécessaires de sécuriser cet établissement-là. Il y a des établissements qui, aujourd'hui, à un moment donné, ne répondent pas aux normes. Aux normes. Vous construisez un établissement de 3000, 4000 élèves, mais il n'y a même pas de barrière. Il n'y a même pas de commodité où, je vous dis, il y a des établissements qui ne disposent même pas de toilettes. Comment faire alors? Et c'est à la merci de tous les bandits. Et je vous dis, le processus aujourd'hui, c'est lequel? Les enfants, aujourd'hui, quand nous sommes à lundi, ils viennent, ils déposent leurs marchandises. Le recouvrement se fait le vendredi. C'est comme ça que ça se fait. Ils arrivent, ils balancent leurs produits. Et le vendredi, les mêmes voyous, ils arrivent, ils font leur recouvrement. Mais vous avez dans le cadre de l'action publique, vous avez les forces de sécurité que vous pouvez aussi interpeller. Donc voilà. les responsables d'établissements peuvent solliciter aussi le concours des agents des forces de sécurité. C'est payant, monsieur Memboro. Non, mais je dis bien dans le cadre du service public. Service public. Non, moi je vous prends le cadre de l'université. Les gendarmes qui sont là-bas sont payés. Voilà, c'est la continuité du service public. Donc par conséquent, j'estime, moi, que dans le cadre de ce qu'il vient de dire tout à l'heure, que les enfants font du trafic de stupéfiants en venant les déposer par exemple la veille pour pouvoir les écouler le lendemain et tout le reste. On peut solliciter donc l'aide des forces de sécurité puisqu'il s'agit ici des établissements publics. Oui, maintenant nous allons revoir le deuxième élément. L'actualité oblige.
Donc, nous allons nous intéresser à cet élément. On se retrouve tout juste après. De 2009. Permettez-moi d'avoir un propos un tout petit peu différent eu égard à la circonstance qui nous réunit. Et je prierai chacun de ne pas considérer que je m'adresse à lui spécifiquement, mais que dans le rôle qui est le mien en ce moment, je sois obligé de dire un certain nombre de choses. Uniquement parce que j'ai ce rôle vis-à-vis de notre raïs et vis-à-vis de vous, et vis-à-vis du peuple gabonais qui nous écoute et qui nous regarde en ce moment. Chers frères, la situation est grave. Elle est grave, elle est inédite dans notre pays. Elle est grave parce qu'elle nous expose tous dans ce pays, tous, musulmans et non musulmans. Elle est grave parce qu'elle porte en elle les germes d'une déstabilisation, d'une remise en cause des valeurs fondamentales qui font le vivre ensemble dans ce pays. Et à ce moment, rien ne peut justifier que l'on se taise, que l'on soit complaisant. Rien ne peut le justifier. Vous voyez, nous sommes tous en danger. Le premier danger, l'imam Khan, qui, je suis prêt à mettre ma main au feu, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. L'imam Khan est un imam comme vous. Il a été victime. Chacun d'entre vous ici peut être victime et subir même pire que ce qu'il a subi. Chacun d'entre vous ici et chacun d'entre nous tous peut subir ce que le couple danois a subi. Et vous en conviendrez avec moi, rien ne peut justifier. Surtout pas au nom de Dieu. Et surtout pas dans ce pays. C'est vrai, l'imam a rendu hommage, vous a rendu hommage, vous les imams, vous les prédicateurs. C'est vrai également qu'il a reconnu que nous ne sommes pas tous exempts de tout reproche. Et moi, c'est cet aspect, ce manquement, permettez-moi aujourd'hui de faire comme certains qui ne voient dans l'islam que l'interdiction. Certains font de l'islam la religion de l'interdit, du haram, du bida, alors qu'il y a tellement de valeurs positives, tellement de biens à mettre en valeur dans l'islam. Je vais également me mettre du point de vue de ce qui est négatif. Excusez-moi, chers imams, je ne vous prêche pas. C'est votre rôle de le faire vis-à-vis du fidèle que je suis. Mais je vous l'ai dit, j'ai une responsabilité. Je suis sûr que cet événement, il doit nous interpeller. Oui, Monsieur Membourou, vous êtes informé de la situation que nous traversons depuis samedi. Bon, oui, tout à fait. Cette situation... Vous qui êtes membre, là j'interpelle le membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, oui, face à cette situation. Ben, écoutez, face à cette situation, il y a déjà eu une réaction, oui, plusieurs réactions. Il y a déjà la réaction du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, oui, le dimanche. Et il y a eu, ce même dimanche, le 20h, sur Gabon Télévision, la réaction du conseiller spécial du Raïs. Et le lundi matin, donc, il y a eu cette grande rencontre avec les autres communautés religieuses qui sont venues soutenir donc, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon face à cette situation comme que le Conseil spécial du Raïs a qualifié d'inédite, parce que nous n'avons jamais vécu une telle situation. Mais il faut le dire, il l'a dit tout à l'heure, en s'adressant aux imams. Les imams et aux prédicateurs. Les prédicateurs ont une grande responsabilité dans la religion et dans le pays. J'estime, moi, que pour aider les forces de sécurité à faire leur travail, les hommes de Dieu en général, lorsque je parle des hommes de Dieu, je ne parle pas seulement de l'islam, je parle des hommes de Dieu en général, ils ont une mission, celle de rendre l'être humain angélique, c'est-à-dire le changer, de sortir des ténèbres de l'ignorance. Vous voyez, pour faire de lui un être angélique. Or, lorsque nous arrivons dans certains temples,
mosquées, églises et tout le reste, il n'est pas faux de rencontrer certains extrémistes qui menacent les gens, qui insultent les gens, qui traitent même les autres de n'importe quoi. Et toute chose aujourd'hui qui radicalise les faibles d'esprit jusqu'à les amener à commettre des situations que nous n'avons jamais connues dans notre pays. Quelque part, cette interpellation avait vraiment sa raison, parce que tout simplement, nous avons toujours dit, et nous l'avons toujours répété à tous nos responsables, à nos imams et à nos prédicateurs, toujours de dire, mais mon Dieu, lorsqu'on regarde le Coran et ses 114 chapitres, pourquoi ne parlez-vous pas de l'amour? Pourquoi ne parlez-vous pas de la miséricorde d'Allah? Pourquoi tous les jours, il va falloir indexer tel n'est pas bon, tel est un incrédule, sont des koufars, sont des ceci. Pourquoi est-ce que le message de Dieu se limite uniquement à indexer les autres? Dieu lui-même qui parle de la miséricorde, Dieu qui parle du pardon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit même que si seulement tes péchés pouvaient être comme l'écume de la mer et que tu viens avec ces péchés, tu demandes pardon à Dieu, tu trouveras Dieu pardonneur et miséricordieux avec bien sûr l'intention de ne plus y revenir. Tu trouveras Dieu son nom, et son Rahman, prophète. Rahim. Voilà, pardonneur et miséricordieux. On ne parle pas de la miséricorde, on ne parle pas du pardon, on ne parle pas d'amour, on ne parle que de rien, on parle parfois même des prêches de il y a 1400 ans, au lieu de prendre les véritables problèmes qui touchent notre société. Aujourd'hui, nous avons parlé tout à l'heure, en première partie, nous avons parlé de violence au niveau de l'école. Jamais vous allez entendre dans les prêches des mosquées, on aborde les sujets qui touchent les violences scolaires. Rien. Rien du tout. Vous n'allez pas entendre, on parle des trucs. Lorsque quelqu'un est bandit, alcoolique, violeur, violent, il appartient aux hommes de Dieu d'apporter à ces derniers un message de réconfort pour permettre à ces derniers de sortir de cet état de violence, de violeur, de bandit, de voleur et de tout le reste pour revenir à un état, c'est-à-dire étonner ses parents, étonner ses amis. Les gens vont se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ce dernier, il y a une transformation brutale? Il va falloir que cette transformation positive, brutale et positive se fasse à partir des mosquées, à partir des églises. Ce sont les mosquées, les églises, les temples, les associations, les ONG qui doivent concourir à la paix sociale dans ce pays. Leur rôle ne se limite pas seulement à parler de Dieu et ne pas avoir un objectif. Il faudrait qu'ils visent l'objectif. Cet objectif doit être la paix dans ce pays, la paix sociale. Oui, mais M. Mihindou. Oui, mais bon, par rapport à l'élément qu'on a suivi, la situation est grave. Hein, la situation est grave, il faut que tout le monde s'y mette. Parce qu'à un moment donné, quand on dit qu'on fait face à ce type d'action, le musulman, le non-musulman est exposé à ce type de représailles. Aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, ça pourrait être nous. Musulmans, pas musulmans. Donc, je crois qu'à un moment donné, le plus important, c'est, comme on le rappelle tout le temps ici, c'est dans les mosquées, c'est dans les églises. Et là, le travail des musulmans et des imams notamment, c'est un travail qui doit être un travail acharné. Parce qu'il ne suffit pas de venir prendre son Coran, prendre une thématique qui, de mon point de vue, est toujours focalisée essentiellement, typiquement, dans la religion. Rien que la religion, c'est peut-être contextualisé parce que par rapport à l'élément qu'on a suivi, il y a aussi cet élément qu'il faut relever. Il faut contextualiser. On a un élément, la dérive de nos enfants au sein des écoles. On doit être, pour un imam qui à un moment donné vit avec sa société, vit avec son temps, doit pouvoir aussi contextualiser son discours dans les mosquées. Et surtout qu'il y a certains imams qui sont enseignants, qui sont vos collègues. Mais bien sûr, vous allez voir par exemple les taximans. En grande majorité, les taximans, les commerçants au Gabon sont musulmans. En grande majorité. Ah, cela encore, c'est grave. Vous allez voir un taximan. Parfois, lorsque vous changez votre veste, vous oubliez parfois vos papiers dans la veste que vous avez enlevée, c'est-à-dire que vous avez hier. Pour les femmes, certaines même, en changeant leur sac, oublient même leur sac, c'est-à-dire oublient les porte-monnaies dans le sac qu'elle a changé. Mais je vous assure que lorsque cette dernière descend du taxi, essaye de chercher l'argent, elle dit, taximan, vraiment, j'ai oublié le porte-monnaie. Le taximan sort, violente cette dernière, dit, je ne suis pas venu au Gabon travailler parce que, machin, tu me donnes mon argent, si tu ne me donnes pas mon argent, aujourd'hui, tu vas avoir des problèmes. Il arrive même que ce sont des non-musulmans à bord de ce taxi qui disent,
taximan remonte, nous allons payer, même si c'est 1000 francs, 500, nous allons payer. Non, ils le font parce que c'est un être humain. Mais non, il faut contextualiser. Il faut contextualiser, comme il a dit. Ce sont des situations que nous vivons au quotidien. Donc, par conséquent, les imams, les prédicateurs ne doivent pas se gêner d'en parler pendant les prônes, pendant les prêches. Il faudrait qu'ils sensibilisent. C'est normal. Vous voyez dans des magasins, les boîtes avariées. Vous voyez des aliments qui peuvent vous provoquer des cancers, des maladies bizarres. Tout est déjà périmé. Les boîtes, la date de péremption est déjà largement dépassée. On continue à vous vendre ces aliments. Pourquoi? Parce qu'ils veulent seulement faire la rentabilité. Ce n'est pas normal. Il faut inviter ces personnalités, ces musulmans qui sont en grande majorité des commerçants, il faut les inviter à faire le bien et à proscrire le mal. C'est ça le rôle d'un prédicateur et d'un imam. Et l'éducation, je vais prendre une image. L'éducation pour l'homme est à l'image du moteur à la machine. L'homme, et c'est Kant qui le disait, l'homme ne devient homme que par l'éducation. Si on n'est pas suffisamment bien éduqué, bien instruit, on arrive à ce type de dérive-là qu'on a constaté le samedi dernier. Et qui en pâtit, c'est la société. Voilà ce que j'allais ajouter. Oui, mais Monsieur Miyindou, Monsieur Membourou est en train de dire que les commerçants musulmans, hein, aujourd'hui, ce sont eux qui ont le monopole du commerce. Ouais. Lorsqu'ils nous vendent, parce que nous tous, nous sommes des consommateurs, ouais. Lorsqu'ils nous vendent des marchandises avariées, là n'est pas aussi la faute des Gabonais, parce que les Gabonais ne détiennent pas ce secteur. Oui, mais vous savez, là, on est dans un... Là, vous faites allusion au commerce. On est dans un domaine où il y a une multitude d'individus. On a une multitude d'individus, et dans cette multitude d'individus, vous avez une pléthore d'individus qui, de mon point de vue, on décèle les bons, les faux, je vais dire même les véreux, et présenter les choses ainsi, c'est faire une forme de stigmatisation à toute la communauté musulmane commerçante. Parce que moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que c'est tous les commerçants musulmans qui prônent pour la vente des produits avariés. C'est ce que je... Voilà. Non, mais parce qu'il y a d'autres qui vont vous dire, Monsieur Miyindou, il y a d'autres qui vont vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à cette situation, vous rentrez avec un frère, peut-être, je ne connais pas, bon, si le boutiquier est de même nationalité qu'un autre client, vous venez, vous voulez le même produit, hein, il va lui dire en langue, sachant bien que ce produit est varié, il lui dira en langue, non, laisse ça, et toi, le Gabonais, il va te le vendre. D'où la nécessité pour les autorités en charge de réglementer ce domaine-là, de débusquer tous ces comportements que moi je qualifie de pas patriotes, parce qu'à un moment donné, vendre des produits avariés à son concitoyen, et qui puisait être musulman, rentre totalement... Non, mais là, dans le commerce, il n'y a plus de religion. Ici, c'est-à-dire que nous il ne faut pas présenter les choses comme ça. Ici, nous sommes dans le cadre de l'éducation. C'est-à-dire du rôle que doivent jouer les prédicateurs, les imams et tout le reste. Ici, c'est le rôle de l'éducation. C'est-à-dire, si le constat est fait, si le constat est clairement établi qu'il y a telle ou telle difficulté, il va falloir que les imams puissent prendre ce programme-là, c'est-à-dire cette situation comme prendre du vendredi, ou bien prendre, par exemple, lorsqu'il s'agit des prêches ordinaires. En réalité, les problèmes sont là. Il y en a tellement dans notre société. Puisque j'ai dit tout à l'heure, en évoquant, j'ai dit la majorité des commerçants au Gabon sont de confession musulmane. C'est une réalité. C'est une réalité. Effectivement. Le vendredi, lorsque les musulmans vont à la mosquée, les boutiques sont fermées, les magasins sont fermés, la vie s'arrête, les taximans, tout ça là, ça s'arrête. Vous voyez? Donc, en majorité, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? Il faut sensibiliser. Lorsque le conseiller spécial du RAJ passe à la télévision le lundi, lorsqu'ils ont réuni tous les imams, il n'a pas manqué de le dire.
il a interpellé dans les prêches, Effectivement. dans les enseignements qu'on dispense. On ne doit pas voir que l'interdit, que le diable, que tout ce qui est mauvais, qu'ainsi de suite. Que l'autre n'est pas parce que nous ne faisons pas les mêmes choses que forcément je sois pire que toi. Mais non. Mais Monsieur Membourou, Voilà. dites-nous un peu, que dire des violences observées ça et là, comme ça? Vous avez vu, il a parlé de l'agression de journalistes danois, hein, tout récemment, au marché artisanal. Y a-t-il une relation avec l'enseignement religieux? Bien sûr, bien sûr. Il y a une relation avec l'enseignement religieux, puisque on vous enseigne, on vous dit que voilà, il faut lutter pour nos frères de Palestine, nos frères de ceci, nos frères de ceci. Mais d'abord, il faut aller du principe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on ouvre le Coran, Allah lui a révélé que aujourd'hui, il a dit dans le Saint-Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a d'abord évoqué, il a dit qu'il n'y aura plus de djihad, il n'y aura plus de lutte, puisque l'islam a été libéré. Aujourd'hui, j'ai parachevé ma grâce sur vous et j'agrée que l'islam soit votre religion. Tout a été parachevé. De quel djihad parlons-nous encore? De quelle guerre parlons-nous encore? La véritable guerre ici, c'est l'école, comme on a dit. Il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut mettre en exergue un certain nombre de choses. Si les autres ont fabriqué les bombes atomiques, mais fabriquez-en aussi les bombes atomiques. Voilà. Si les autres fabriquent les avions, mais fabriquez-en aussi des avions. Ne faites pas des musulmans des ignorants pour que les musulmans ne voient que très bas. Non, voyez-vous? Si les autres fabriquent des radios, des téléphones, des piles et tout le reste, des lumières, des chaînes de télévision, comme cet élément de masse qui est le nôtre, ben écoutez, vous pensez que lorsque, par exemple, les musulmans bloquent leurs femmes dans les maisons, quelqu'un qui a bac plus 5, quelqu'un qui est docteur en sciences et en médecine, docteur en économie, docteur en ceci, vous bloquez vos femmes à la maison, qui viendra parler à la télévision? Qui viendra parler? Les autres parlent à la télévision. On voit Al Jazeera, les autres parlent à la télévision. On voit partout, dans toutes les chaînes de télévision arabes. Même l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de s'ouvrir petit à petit parce qu'ils ont constaté le retard qu'ils avaient. Petit à petit, le nouveau prince est en train, voyez-vous, d'ouvrir un certain nombre de choses. Mais si nous continuons à être fermés, nous partons à l'Université des sciences de la santé, et je n'ai jamais cessé de le dire ici. Lorsqu'on y va à l'Université des sciences de la santé, nous trouvons plusieurs de nos sœurs musulmanes. Elles ne peuvent pas venir faire de la restitution ici, aider les femmes musulmanes qui ont des maladies. Je crois que lorsque vous étiez président du cercle des étudiants musulmans, vous avez fait, je crois, une conférence sur les fistules, voilà les problèmes, le don du sang et tout le reste. Mais pourquoi ne pas venir faire cette restitution ici, se mettre dans un cadre du donner et du recevoir entre les femmes musulmanes et leurs filles qui sont des médecins, qui sont des infirmières, toujours en train d'interdire. Haram, 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 interdit, interdit, interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Et qui le fera à notre place? Alors l'islam devient une religion des interdits. Mais l'islam, comme a dit le conseiller du Raïs, l'islam devient comme une religion de l'interdit. Sincèrement, on est un peu déçus par ce type de comportement. Il faut compléter. Aujourd'hui, notre véritable combat doit être un combat basé sur la lutte normale, c'est-à-dire le combat, vous construisez une école, moi aussi je construis mon école, vous mettez une université, on met aussi une université. La concurrence saine. Voilà. Aujourd'hui, on met une école à Port-Gentil, mais je vous assure, vous aurez seulement vu dans les réseaux sociaux, nous avons été traités de tous les démons du monde. On nous a traités de tous les noms, mais incroyable que Dieu nous en préserve. Parce que nous voulons mettre en place une école qui va éduquer nos enfants, qui va former nos enfants, qui va donner du travail aux musulmans, à certains musulmans qui sont encore à l'école aujourd'hui, et à certains compatriotes gabonais qui souhaiteraient donc travailler dans ces structures-là. Nous avons été, mais sauvagement, menacés, injuriés par nos coreligionnaires, nos frères dans la foi. Alors vous voyez ce type de comportement? Ben, Monsieur Meindou, quel est le rôle que doit jouer l'école au sein de la société? Le rôle que l'école doit jouer dans la société, comme on l'a dit au préambule de nos propos, c'est un rôle qui est suffisamment important. Il faut dire que là, j'interpelle l'enseignant. Oui, c'est un rôle éminemment important dans la construction d'un individu et dans la construction d'une nation. Je dis, toutes les nations qui ont connu une certaine prospérité économique, culturelle, ont toujours mis en avant l'aspect éducatif. Et un système éducatif qui est désarticulé, qui boite,
qui est vraiment dans une situation vraiment délicate, peut conduire le pays vers les abîmes. Si je peux m'exprimer. Monsieur Mbourou, quel est l'apport des prônes dans les mosquées, dans l'enseignement islamique? Je vais vous dire, je pense bien que certains imams avec lesquels nous avons l'habitude d'échanger tout le temps vont se reconnaître à travers ce que je dis. Je vais revenir sur ce que je vous ai déjà dit. Nous avons toujours dit aux imams et aux prédicateurs que lorsque vous commencez un prône ou bien lorsque vous commencez votre travail de transmission des valeurs religieuses, il y a une introduction qui définit déjà le sujet. Donc une méthodologie, à respecter. Voilà, comme ça donc vous faites une introduction, vous développez le sujet que vous allez entamer, ensuite vous faites la conclusion, et une belle conclusion. Or, aujourd'hui, de plus en plus, quel apport? Vous allez les vendredis à la prière, tout le monde dort. Les gens dorment le vendredi. Ils ne se réveillent, et même le prophète Mohammed sallam a dit que lorsque vous avez déjà dormi, allez-y refaire les ablutions. Mais ils ne se réveillent que lorsque l'imam est en train de faire l'invocation. Il est en train de faire l'invocation. C'est en ce moment que chacun se réveille et dit, bon, c'est maintenant le moment. D'autres même disent, non, nous on ne vient pas à la mosquée. Nous ne venons pas à la mosquée parce que vraiment les prêches là, non, elles sont trop, non, on ne comprend rien. Et ils ne viennent qu'à 3 minutes ou 2 minutes au début, avant que l'imam ne démarre donc, uniquement la prière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne comprend absolument rien. D'autres vont prendre même des feuilles qui ont déjà jauni, qui sont devenues jaunes, parce que ce sont les mêmes feuilles avec lesquelles ils font les prônes. Donc il n'y a aucun apport ni intellectuel, ni moral, ni spirituel que nous gagnons par rapport à ces vendredis. Je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les mosquées, mais je dis dans quelques mosquées, surtout des mosquées que nous fréquentons. Il y a certains imams qui s'envolent, qui prennent des sujets, des thèmes très intéressants, qui suscitent vraiment l'adhésion de tous les fidèles. Mais il y a d'autres, franchement, vous vous demandez si vous êtes dans une mosquée. Ou bien ils ont peur de parler, mais si on a peur de parler, on descend du mimbar, on n'est plus imam. Et si on a peur de parler, on laisse le micro, on n'est plus prédicateur. On doit parler, on doit dire certaines choses, on doit attirer l'attention des uns et des autres. Vous regardez, vous vous rendez compte par rapport à ce qui nous est arrivé aujourd'hui, avec ce musulman qui a causé du tort à certaines personnes. Mais si on essayait tous les jours de ramener un peu les gens vers l'amour, vers la miséricorde d'Allah, vers le pardon et tout le reste, on comprendrait. Vous avez même des gens qui vous viennent à la télé, qui vous parlent de Noël, qui disent que Noël c'est haram, c'est ça. Mais qui vous a dit d'aller dans Noël? Est-ce que les autres vous ont appelé? Lorsque nous faisons nos fêtes, est-ce que nous ne partons pas déposer les plats de riz chez les autres? Est-ce que les autres nous chassent avec nos plats de riz et nos plats de mouton? Non, mais c'est la nourriture, c'est la nourriture. Non, mais eux aussi, ils ont leur fête, laissez-les avec leur fête. Il ne faut pas que nous nous mêlons. On prend toute une télévision, 45 minutes, 1 heure de temps, on parle pour traiter les autres des choses qui ne sont pas bien. Mais non, ce n'est pas normal, c'est de l'intolérance, c'est le refus de l'autre. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas normal. Nous sommes une communauté de paix, comme a dit l'imam et tout le reste, nous sommes une communauté de paix, une communauté d'amour. Nous appelons vers le bien, nous interdisons le blâmable. Et le blâmable là aussi, c'est lorsque les autres viennent blâmer les autres, on les blâme aussi, on interdit le blâmable. Mais oui, c'est ça. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils font. Et ils sont en train de faire pour eux. Lakum dinukum waliyadin. Dieu a dit ça dans Suratul Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. À eux leur religion, à nous la nôtre. Voilà, ça, et puis c'est tout. Et il est dit dans la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion. Voilà, pas de contrainte en religion. On doit comprendre que l'islam ne contraint personne. Ce n'est pas une religion, contrairement à ce que les gens disent que l'islam, on convertit les gens avec l'épée. Non. Tu es d'accord d'entrer dans l'islam, tu rentres. Tu n'es pas d'accord, tu restes. C'est Allah de sa foi. C'est Allah qui guide qui veut dans le droit chemin. Il guide qui il veut. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. On va faire rapidement un dernier tour de table. Monsieur Mindou, votre mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, c'est je vais donner ce mot de la fin par rapport à l'événement qu'on a eu. Effectivement. Il faudrait qu'il ne s'instaure pas dans la tête des Gabonais, musulmans ou pas non musulmans, que les musulmans sont mauvais. Dans un troupeau, il y a des brebis égarées. Et l'acte qu'on a commis, je crois que c'est le premier acte en termes d'attaque au couteau qu'on a eu, qui ne doit pas amener les gens à avoir des jugements hâtifs, inclure tous les musulmans dans la même boîte. Je ne pense pas. Et on attendra certainement les conclusions de l'enquête pour nous dire très exactement ce qui s'est
produit, parce que le type en question, je doute pas que psychologiquement, il est... Tous ces esprits. Ouais, voilà, donc... Oui, monsieur Rimbaud. Non, mais nous, moi, j'interpelle toujours les frères. J'interpelle toujours nos frères, certains imams, pour leur dire que vraiment, il va falloir que nous puissions revoir notre manière de faire, notre façon de faire. Il va falloir que nous puissions revoir, nous repartons un peu. Nous voyons, nous sommes dans un monde qui avance à une vitesse incroyable. On ne peut pas continuer toujours à aller demander de l'aide aux gens alors que nous-mêmes, nous pouvons envoyer nos enfants apprendre à piloter les avions, apprendre aussi à être des intellectuels, et être aussi au Parlement, un peu partout, pour que nous puissions aussi faire entendre la voix de l'islam par des méthodes simples, des méthodes saines, au lieu de toujours parler telle chose est mauvaise. Nous savons tous que chacun de nous va mourir, c'est connu. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Celui qui refuse de lire, ben, il s'en prendra qu'à lui-même. Nous sommes conscients que tout cela va se passer. Donc aujourd'hui, nous condamnons déjà fermement, une fois de plus, ça a été déjà fait. Cette condamnation a été déjà faite par les autorités du Conseil, mais nous réitérons aussi cette condamnation en disant que pas d'amalgame, pas de désordre. Il va falloir que les gens sachent très clairement ce qui s'est réellement passé. Nous entendons les conclusions de l'enquête pour pouvoir tirer les dernières conclusions. Merci, mesdames et messieurs. Nous condamnons fermement l'acte posé par notre confrère, notre co-religionnaire. On ne connaît pas bien son nom, mais Harouna, merci. Donc, que les musulmans ne se prononcent pas déjà. Il y a l'enquête qui est en cours. Donc, nous allons attendre les conclusions de cette enquête. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous disons salam alaikum, à la semaine prochaine, Inch'Allah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا